Salut à tous et bonne année! Donc voilà, ça va devenir un peu une tradition maintenant, ça va être un top 10 des meilleurs films de l'année 2015, étant donné que j'en avais fait un l'année dernière qui a franchement bien marché, et je vous remercie pour ça. Et ben je vais recommencer, je vais refaire un peu la même chose, un peu à l'improviste, pour voir un peu ce que j'ai vraiment ressenti des films que j'ai vus cette année. Pas vraiment vu de grosses merdes, enfin, il y en a eu plus que l'année dernière. Mais du coup, il y a eu beaucoup de films que j'ai bien aimés, donc du coup ça a été un peu dur pour moi de faire un top 10, donc je vais déjà préciser qu'il n'y aura pas de films dans ce top 10 tout simplement parce que je ne les ai pas vus. Comme Le Fils de Saul que j'ai pas pu voir, ou alors Nous trois ou rien, enfin, il y a beaucoup de films comme ça que j'ai pas pu voir et je m'en veux. Et donc avant de commencer ce classement, j'aimerais aussi parler peut-être de 3 films que du coup vous n'allez pas voir dans ce classement, mais que pourtant j'ai vraiment aimé. Donc les voici. Il y a tout simplement La rage au ventre d'Antoine Fuqua que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi c'est un film coup de poing, ça parle de la boxe. Et puis voilà, Antoine Fuqua pour moi c'est quelqu'un qui a quand même du talent. Il n'a pas souvent fait des films transcendants, mais pour le coup avec un Jake Gyllenhaal qui vraiment écrase complètement le reste du film, ça reste très poignant et c'est vraiment très fort, donc je vous le conseille à regarder. Star Wars, le pouvoir de la force, tout simplement parce que vraiment pour moi c'est un bon Star Wars. C'est pour moi une réussite, J.J. Abrams l'a réussi, mais je voulais pas vraiment le mettre dans ce top 10 parce que c'était un peu trop évident. Et en fait c'est tout, il y en a que 2, voilà. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Je tiens à préciser que c'est encore un top subjectif, hein. Surtout n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir et ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis. Donc voilà, on peut commencer. Numéro 10. Vice Versa, le film événement Pixar qui a fait beaucoup parler de lui cette année. Et il l'a mérité car c'est en effet très très bon. Vous savez tous de quoi ça parle évidemment, c'est des émotions qui sont personnifiées dans l'esprit d'une jeune fille. Donc il y a joie, il y a tristesse, il y a colère, peur et goût si je me souviens bien. Et c'est vraiment très beau ça, il y a un très joli jeu de couleurs là-dessus. Les personnages sont très très forts, ils ont tous leur caractère. Et les idées fusent, putain, qu'est-ce que les idées sont bonnes. Ce fameux train des idées qui retrace un peu les pensées de la jeune fille. Il y a toute cette espèce de mise en place comme un ordinateur, mais qui fonctionne avec des souvenirs. Il y a des agents d'entretien qui s'amusent à acheter les souvenirs qui ne servent plus, etc. Enfin, c'est vraiment très intelligent, et en dehors du fait que c'est vrai que c'est un peu destiné aux enfants, c'est quand même franchement beau et puis très recherché. Puis voilà, le fait que joie et tristesse se retrouvent ensemble et tout, il y a cette histoire aussi d'amis imaginaires. Enfin bref, c'est vraiment super beau, c'est très intelligent. Pour moi, c'est pas le meilleur Pixar, hein, c'est peut-être un des meilleurs, je pense que c'est un des meilleurs. Tout simplement, un film à voir. Numéro 9, It Follows de David Robert Mitchell. Alors là, on tient quelque chose les gens. Parce que It Follows, c'est un film qui n'a pas fait parler de lui, mais pourtant c'est un très très bon film d'angoisse. Pas film d'horreur, un film d'angoisse. Parce que y en a marre. Il y en a marre de voir des films d'horreur qui sortent comme ça à tout va. Il y a eu Insidious 3 qui était vraiment très décevant et franchement mauvais. The Visit de Shyamalan qui était vraiment pas terrible. Et t'as cette espèce d'alien qui sort, It Follows, qui raconte l'histoire d'une fille qui a un rapport sexuel a priori anodin avec un homme. Sauf qu'après ce rapport sexuel, une sorte d'esprit de hantise va la suivre en permanence. Et cette hantise est mise sous forme d'un personnage très glauque qui la suit tout au long de sa vie. C'est hyper flippant parce qu'il arrive vraiment à installer une ambiance vraiment très angoissante de ce personnage qui est constamment en train de suivre cette femme. Et c'est vraiment très bien mis en scène pour que l'on puisse flipper avec elle. Et voilà, on sent que ce personnage symbolise la MST tout simplement. Et en dehors de cette symbolisation, vraiment, le film fait en sorte qu'on flippe avec cette fille qui sait pas du tout ce qui lui arrive, et puis les autres personnes, ses potes, ne voient pas ce personnage en plus, donc c'est d'autant plus angoissant pour eux, il est invisible. Et donc voilà, il n'y a pas de jumpscare facile, il n'y a pas forcément de scène gore non plus, mais c'est juste l'ambiance. Et c'est très rare de voir un film comme ça, d'épouvante, qui arrive à te prendre aux tripes, sans qu'il n'y ait vraiment de choses très très effrayantes non plus. Donc pour moi c'est vraiment une réussite en tout point, il aurait dû être plus regardé que ça. C'est pas un teen movie à la con d'horreur, c'est vraiment très bien recherché, c'est très très beau, la photographie est très belle, donc voilà, je vous le conseille à tous si vous voulez flipper un peu. Numéro 8, The Lobster. Tout simplement pour moi l'une des plus grosses réussites en termes de mise en scène et de cadrage. The Lobster, ça raconte quoi? Et ben ça raconte une dystopie où les célibataires se retrouvent dans une sorte de maison où ils ont 45 jours il me semble pour trouver l'élu de leur vie. Et si ce délai est passé, eh ben ils se transforment en animal de leur choix. L'idée est géniale, surtout que, en plus de devoir trouver l'amour de leur vie, ils doivent tout le temps se trouver un point commun. Par exemple, il y en a un qui saigne du nez, et ben il doit se mettre avec celle qui saigne du nez aussi. En fait, il n'y a pas vraiment d'amour, c'est juste que à partir du moment où il y a un point commun, ils doivent se mettre ensemble, point barre.
et ils vivent une vie comme ça, on leur donne un enfant, ils le font pas, on leur donne... C'est glauque, c'est hyper glauque, mais c'est franchement une bonne idée. Donc voilà, pour moi c'est une belle œuvre d'anticipation qui ne se base pas d'ailleurs que sur le rapport à l'amour, mais sur le rapport au relationnel tout court. Et c'est d'ailleurs joué par des acteurs tout simplement excellents. Le cadre est très très soigné, c'est absolument magnifique, et puis le tout est totalement absurde. Il y a même des scènes qui pour moi ne sont pas comiques, mais qui ont tendance des fois à confondre un peu. Enfin, on sait pas si on doit rigoler ou si on doit être complètement dégoûté. Et c'est ça qui est génial dans ce film, c'est que on n'est jamais sûr de ce qu'on doit ressentir. Donc voilà, dans l'histoire c'est vraiment très très beau, le cadre est très bien et très très joli, la photographie est magnifique. J'ai juste un problème avec Léa Seydoux, surtout qu'il y a des scènes où elle parle en français, je ne comprends pas pourquoi, à quoi servent ces scènes. Et c'est moche, c'est dommage, ça sort du film, mais en dehors de ça c'est vraiment très beau, très très beau. Numéro 7, Seul sur Mars. Parce que c'est Ridley Scott et parce que c'est un bon retour de Ridley Scott, tout simplement. Un survival sur Mars, mais qu'on a plaisir à regarder, qui ne nous met pas mal à l'aise. Ça peut sonner comme quelque chose de mauvais, mais pourtant c'est vraiment très très bon et c'est très très bien fait. En fait, l'originalité de ce survival, c'est qu'il se repose en fait sur la volonté de la vie humaine, sur la volonté de vouloir vivre et de ne pas se laisser faire. Et c'est porté par un Matt Damon excellent encore, qui joue un personnage qui doit survivre et qui se retrouve tout seul sur Mars. Ce qui est quand même pas facile et ça plombe le moral. Et pourtant il va installer une caméra où il va parler, et il va continuer comme ça pendant presque, je sais plus combien de temps, j'ai peur de dire une connerie, mais très très longtemps. Et il va balancer des vannes, etc. pour essayer de se rassurer, et ça allège vachement, c'est hyper allégeant de voir un film pareil, ça fait du bien quoi. Surtout venant de Ridley Scott. Ça change en fait du mélodrame poussif classique où t'as toujours ce moment de désespoir, ce moment où on sait que c'est mort, etc. Donc c'est bien, des fois c'est vraiment bien foutu, mais au bout d'un moment on se dit bah marre quoi. Et voilà, ça donne un résultat assez fascinant, il n'y a pas une seule fausse note de rythme dans la narration, il y a une belle bande son d'ailleurs, il y a les Bee Gees, il y a ABBA, il y a David Bowie, le putain de David Bowie. Et c'est un relâchement qui est kitsch mais qui est salvateur, comme si Seul sur Mars en fait faisait du bien à la science-fiction contemporaine. Et puis dans le reste aussi, je veux dire, encore une fois, le cadre est très propre, Mars est magnifique, je sais plus où ils ont filmé exactement mais c'est vraiment très très beau. Bref, c'est une œuvre franchement remarquable dans la filmo de son auteur qui avait un peu dégringolé dans les années 2000 et là pour le coup c'est franchement réussi, il y a des bons personnages. Il y a un bon rythme, ça fait du bien. C'est allégeant, ça fait du bien, on en ressort vraiment très très content. A voir. Numéro 6, Le Pont des Espions de Steven Spielberg. Que dire? Surtout dans le contexte dans lequel il est sorti, c'est-à-dire qu'il est sorti, je crois, 3-4 jours après les attentats à Paris. Et ça ramène ce qu'il y a d'humanité en nous pour essayer de se battre en fait contre ces espèces d'idéologies radicales et complètement pourries, en fait. Mais en plus de ça, c'est subtil et intelligent et ça nous plonge dans une guerre froide qui est sombre, mais pourtant c'est toujours filmé avec autant de légèreté. C'est un thriller franchement réussi dont l'écho des paroles et les actes bravoure ne sont que davantage forts en ce moment. Puis traiter d'un sujet pareil, c'est pas toujours facile et Steven Spielberg y arrive franchement très bien, c'est encore très bien réalisé, c'est très bien mis en scène, Tom Hanks c'est juste impeccable. L'acteur d'ailleurs qui fait le russe, le fameux espion russe, est tout simplement incroyable aussi. Le film nous fait comprendre que si nous répondons par la peur ou par la haine de l'autre, tout comme justement l'Amérique de James Donovan qui est donc interprété par Tom Hanks, où tout le monde avait peur de tout le monde, et ben ceux qui ont provoqué ça n'auront que ce qu'ils ont voulu. Et surtout voilà, malgré le fait qu'on sait comment ça se termine, c'est pas joyeux, c'est pas non plus magnifique quoi. Je vous spoil pas vraiment, mais disons qu'il y a un plan en fait, il y a un plan où Tom Hanks est dans un train au niveau du mur de Berlin. Il y a des prisonniers qui essaient de s'évader en escaladant le mur et ils se font tirer dessus de dos quoi, ils se font complètement shooter et ça choque profondément le personnage de Tom Hanks. Et en fait, quand le film se termine, il y a un plan où il est dans le métro, où là il est heureux de revenir au pays. Et en fait, pendant que le métro passe, il passe devant des quartiers, donc il est content, voilà, il revoit ses voisins, etc. Il revoit l'ambiance qu'il y avait de ces quartiers, etc. Jusqu'à ce qu'il tombe sur des gamins qui jouent et qui saute et qui grimpe sur un grillage comme ça. Et en fait, le personnage de Tom Hanks, donc James Donovan, voit ça comme un reflet de ce qu'il a vu avec les gens qui escaladaient le mur. Et voilà, je veux dire, on voit que ça l'a marqué, on sent que ça l'a quand même marqué. On comprend qu'il y a quand même eu des atrocités. Et c'est très beau de mettre ça en scène. C'est vraiment très bien fait, c'est très subtil et c'est très très intelligent. Donc voilà, à voir absolument. On entre dans le top 5 et on commence par un film où je risque peut-être de me faire shooter. American Sniper, réalisé par Clint Eastwood. Plus sérieusement, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé ce film-là, tout simplement parce qu'il est très orienté. Mais moi, je pense que Clint Eastwood a cherché à le faire comme ça, parce qu'on était dans l'univers de ce Chris Kyle, donc de ce sniper, qui en fait était complètement omnibulé
par l'Amérique, hein, il était extrêmement patriotique. Et le fait qu'il le soit comme ça, je pense que Clint Eastwood a cherché à montrer comment il voyait la guerre. Et donc du coup, je trouve que Clint Eastwood, il arrive à réaffirmer son propos sur l'intervention américaine en Irak. Et c'est vu par le regard de ce Chris Kyle, qui au fond est un homme machine, quoi. C'est-à-dire qu'il a tué une centaine de personnes. Il a toujours dit qu'il ressentait pas de regrets ni quoi que ce soit. Mais pourtant, sans avoir lu le livre, malheureusement, ce que j'aimerais beaucoup le lire, le livre de Chris Kyle, il arrive à l'humaniser vachement, parce qu'il n'empêche que ça reste un être humain. Mais c'est un portrait. C'est le portrait d'un homme qui marche sur les traces de son père, qui lui a fait tenir un fusil quand il avait 5 ans. Quand on sait comment a fini Chris Kyle, on comprend très bien que le film a été fait de manière presque ironique, si l'on peut dire, parce que il était très patriotique, il avait cette notion pure de l'Amérique pure, sauf que résultat, à la fin de la guerre, il se retrouve tué par un ancien soldat américain qui était complètement choqué par cette intervention. Donc voilà, c'est l'espèce de résultat de cette arrogance qui l'a mené à se faire tuer comme ça. Et donc pour moi, je trouve ça difficile de voir une apologie en fait, parce que quand il sort de la guerre aussi, il est complètement traumatisé, il voit tout, il voit des tirs partout, il voit des ennemis partout. Pour moi, Clint Eastwood cherche à montrer que c'est le prix à payer pour assouvir sa soif de servir absolument son pays. Et c'est vraiment très réussi. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de parti pris, pour moi c'est un portrait réalisé à la merveille, qui pour moi est peut-être pas un meilleur des Clint Eastwood, mais qui est franchement très très bon et qui mérite de se regarder. Numéro 4, Les Nouveaux Sauvages. Oui, mon film coup de cœur. L'histoire, c'est un film à sketch. Il y a plusieurs histoires qui sont dans un seul film, et tous les personnages pètent des câbles de manière différente. C'est juste complètement jouissif. On sort de la salle avec juste l'envie de tout péter, de péter un câble une bonne fois pour toutes. Et en fait, voilà. Je vois pas ce que je peux dire d'autre en fait. Si, la photographie est magnifique, la photographie est vraiment très belle, mais dans sa mise en scène, dans le cadrage, il n'y a rien non plus de marquant, il n'y a rien de remarquable quoi. Et c'est juste cette idée de voir des gens dans des situations qu'on détesterait nous aussi, qu'on leur voit péter des câbles comme nous on aimerait péter des câbles, c'est juste une super idée. C'est mis en scène par des acteurs franchement excellents, ça part complètement, ça part super loin et c'est vraiment... C'est génial, c'est juste génial. C'est énorme dans une salle de cinéma. C'est la première fois que je ressens ça, j'étais tout excité parce que j'assistais vraiment à quelque chose de génial. On n'avait jamais tenté un truc comme ça. C'est argentin, je crois, ce film. Et c'est vraiment... c'est produit par Pedro Almodóvar et ça ne m'étonne pas. Parce qu'on sent un peu sa patte, mais... Voilà, c'est cette idée qui est géniale. C'est juste jouissif de regarder un film comme ça. On se laisse aller comme ça par ces scènes de pétage de câbles, et c'est énorme, tout simplement énorme, voilà. Rien de plus à dire franchement, c'est juste jouissif à regarder. Numéro 3, Birdman. Pour moi c'est juste un gros ego trip. C'est un ego trip monté comme une séquence de 2 heures qui transcende les arts et la réalité. Et rien que cette phrase est belle, putain. On est à 100% dans le théâtre, dans ces acteurs, et à travers ce faux plan séquence qui est juste magistral, putain c'est... incroyable d'avoir pu réussir à filmer de cette manière-là. Il me semble qu'il a été couronné d'Oscar dans ce meilleur film, il me semble, du coup, pour Inarritu. Et franchement, c'est pas volé, c'est pas volé. Et d'ailleurs, pour le coup, il s'agit vraiment d'une comédie dramatique, car il parvient à mêler drame et comédie de manière très très juste et très équilibrée, ce qui fait que quand on est avec les acteurs, quand on est avec ces personnages qui s'entraînent sur la pièce, il y a autant de moments absurdes et insolites qui nous font rire que des moments franchement tristes et des moments très gênants. Et pas choix plus parfait que de choisir cet acteur, Michael Keaton, il me semble, que de jouer le rôle de Birdman. Cette espèce d'acteur qui a été complètement perdu après avoir joué Batman. Il n'y avait rien de mieux pour trouver il n'y avait pas meilleur choix d'acteur pour jouer un rôle comme celui-ci. Mais en dehors de ça, c'est quand même un personnage qui a beaucoup d'ego, qui est d'ailleurs du coup doublé par cette espèce de voix off, de cette espèce d'oiseau du coup de Birdman qui le suit d'ailleurs, dont les scènes sont juste magistrales. Et qui se remet complètement en cause, c'est-à-dire donc sa famille aussi, s'il est prêt vraiment à sacrifier sa famille pour essayer d'avoir le rôle de la pièce. Et tout ça, toute cette histoire en fait est vraiment filmée, t'as l'impression que c'est juste un plan. Donc forcément, on peut pas faire un plan séquence comme ça de 2 heures, donc il y a quelques petites triches forcément, mais c'est quand même incroyable, tout est prévu, tout est organisé pour que ça soit juste parfait, et c'est parfait. Ça marche du tonnerre. C'est très vieux comme expression. Ça marche juste super bien et c'est vraiment un film qui te prend au trip, tu les suis comme ça les acteurs pendant 2 heures. C'est juste monstrueux, c'est une preuve technique magistrale. Bravo Inarritu d'ailleurs, j'attends The Revenant avec impatience avec DiCaprio et Tom Hardy.
Je me demande ce que ça va donner parce que quand on voit un film comme celui-là, on ne peut qu'attendre du bien, forcément. À voir, Birdman. Numéro 2, Mad Max Fury Road. Ah oui, j'étais obligé de le mettre. Fallait bien que je mette un blockbuster, et s'il fallait que j'en mette un, fallait que ce soit celui-là. Il fallait que ce soit celui-là. Pour moi, et je le dis dans mon avis express, le cinéma d'action s'est réinventé après la sortie de Mad Max Fury Road. C'est du jamais vu, c'est une très grosse claque, et c'est ce que nous propose George Miller pendant près de 2 heures d'action. C'est juste incroyable comment on en prend plein les yeux. Chaque affrontement, chaque cascade, chaque course-poursuite ressemble à une version terminale de l'exercice. Et c'est un exercice de style qui est franchement bien maîtrisé. Enfin, on parle de George Miller quand même, mais c'est surtout quelque chose qui te... je sais pas comment l'expliquer, c'est juste de la pure action mise en scène de manière juste incroyable avec des acteurs au top, surtout cette espèce de guitariste complètement taré qui crache du feu avec sa guitare. Enfin, on est vraiment dans de la folie pure, on est dans cette espèce de monde post-apocalyptique où un espèce de dictateur donne peut-être un tout petit peu d'eau à sa population et voilà, il y a aussi cette place qu'a la femme d'ailleurs dans le film d'action en tant qu'héroïne, et c'est une mise en scène par Charlize Theron qui est juste géniale. En fait, Tom Hardy, d'ailleurs celui qui fait le rôle de Mad Max, il est limite secondaire dans le film, et pour moi c'est pas du tout un problème. Ça gêne pas du tout l'histoire qui en soi est très simple, évidemment on parle d'un blockbuster, c'est une histoire qui se suit très gentiment, mais là n'est pas la question, et d'ailleurs on va peut-être penser que je suis de mauvaise foi parce que c'est vrai que je parle aussi de films d'action où il y a des scènes qui sont excellentes mais l'histoire est pas terrible, etc. Mais ce qu'il y a dans Mad Max, c'est que l'histoire est peut-être pas originale, mais c'est un fil scénaristique qui est bien mis, il n'y a pas vraiment d'incohérence, il n'y a pas vraiment d'exagération, et toutes les scènes d'action viennent combler cette espèce de fil scénaristique, et ça fait un film, mais t'en prends plein la gueule quoi. Et cette cohérence entre la fabrication et le produit, mais c'est rare maintenant, c'est rare de voir un film d'action comme ça, et c'est en ça que Mad Max est exceptionnel, c'est qu'en dehors des scènes d'action vraiment époustouflantes, le fil scénaristique est essentiel, c'est universel. Et il n'y a pas de petites vannes ou quoi que ce soit, bien que ce soit pas désagréable dans le blockbuster, mais là ça fait du bien, on est dans du sérieux, on est dans limite de la survie quand même, on parle quand même de gens qui ne roulent plus à pied, qui ne marchent plus à pied, qui roulent que sur des grosses voitures tunées. Et toutes les voitures tunées d'ailleurs ont un design juste exceptionnel. Je parle surtout moi de la scène où il y a la musique, où il y a cette espèce de personnes qui font de la percussion, et cette espèce de gros taré avec sa guitare qui est pour moi l'un des meilleurs personnages de films d'action que j'ai pu voir. Enfin bref, pour moi c'est une sacrée expérience Mad Max Fury Road, ça a vraiment été quelque chose de le voir au cinéma. Le thème principal aussi est juste à tomber par terre, c'est monstrueux, c'est à regarder vraiment, voilà. Et numéro 1, les nouvelles aventures d'Aladin. Numéro 1, réalité de Quentin Dupieux. Et non, c'est pas une blague. Quelle expérience cinématographique. Quelle expérience ça a été de voir réalité. Ah non, vraiment, c'était... Je sais même pas comment le décrire. Que penser de réalité en fait? Quel avis en fait donner sur cette œuvre extraterrestre qui laisse même les plus sceptiques vraiment au bout du bout, ils savent vraiment plus quoi penser. Quentin Dupieux c'est un réalisateur qui aime jouer avec l'absurde, il l'a montré déjà avec ses films auparavant, et je le trouvais intéressant. Mais j'ai jamais pensé que ces films pouvaient aller au-delà de ce que j'ai ressenti en regardant en réalité. Je me rappelle, j'ai vu Rubber, ça parle quand même d'un pneu qui tue des gens, et il y avait vraiment des super idées, et puis c'est vraiment l'idée est à mourir de rire. Mais je pensais pas autant vivre une expérience, enfin je pensais pas vivre une expérience comme ça en regardant un film de lui, et c'est arrivé avec réalité. Quel putain de claque, franchement. Il s'agit plus maintenant il s'agit encore d'un absurde, mais totalement différent, c'est plus maintenant une comédie, c'est une mise en image des rêves en fait. Il s'amuse avec nous, il arrive à nous rendre confus, on finit par ne plus savoir si on est ancré dans la réalité, si on est dans des rêves ou pas, et c'est juste très beau, il y a cette espèce de petite fille en fait qui est en permanence durant tout le long du long métrage, qui est présente, et on ne sait pas vraiment ce qu'elle symbolise, car elle symbolise quelque chose, c'est elle qui trouve une espèce de cassette, si je me souviens bien, où il y a marqué réalité dessus, et elle s'appelle réalité, ses parents l'appellent réalité, enfin, tu te demandes qui c'est. On peut se dire que c'est elle qui suit le fil de l'histoire, c'est elle qui est le fil scénaristique du film, mais on est confus. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que on n'est pas confus en mode on est complètement paumé, mais on est juste happé par cette confusion en fait. Cette confusion qui est voulue. Chaque scène en fait ressemble à un tableau, parce que voilà, faut dire que la photographie est magnifique, j'allais dire magistrale, mais je l'ai trop dit. La photographie est tout simplement magnifique dans ce film, c'est impressionnant. C'est un film français. C'est un film français.
de l'onérisme à la sensation de réalité, il y a tout qui nous fait vibrer, il y a tout qui est vibrant et c'est ça qui est fort dans réalité. Et en plus de ça, c'est porté par un casting vraiment des plus hauts niveaux avec un Ala Shaba vraiment très drôle et un Jonathan Lambert complètement décalé. Et au final, on se retrouve comme cette petite fille qui devrait suivre le fil scénaristique, on se retrouve perturbé dans l'incompréhension des autres acteurs, des autres personnages qui se suivent mais qui se croisent et qui se retrouvent. Enfin, on est vraiment dans du pur onirisme mais qui se reflète avec une réalité. Je le dis, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est vraiment ça. Et c'est dingue comment ça a été mis en scène, c'est vraiment incroyable. Je pense pas que ce soit un film qui soit adressé à tout le monde parce que il est quand même assez lent dans sa mise en scène, mais c'est quelque chose où t'es fasciné qu'on puisse mettre en scène un film comme ça, où tu te sens confus, et pourtant tu admires que c'est du génie. Tu te dis que c'est voilà, une sorte de signification de ce qu'on pourrait ressentir quand on sait pas si on est vraiment dans le rêve ou dans la réalité, peut-être dans les rêves lucides, etc. Et je pars peut-être très loin, mais c'est juste très beau à regarder à l'image et c'est magnifique. Pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Je pensais pas vivre quelque chose comme ça en voyant un film de Quentin Dupieux. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Vraiment très fort. Voilà, c'est la fin de ce top 10, donc j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans la description, ça fait toujours très plaisir. Désolé si vous n'avez pas vu des films à vous dans ce classement-là, c'est vrai que j'ai dû faire un tri vraiment très sélectif, surtout que je n'ai pas non plus vu tous les films événements de cette année. Donc voilà, j'espère que 2016 sera encore meilleur, niveau film en tout cas. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A très bientôt, bonne année, ciao!